Bonjour à toutes et à tous. Avec l'arrivée récente de Disney+ dans l'Hexagone, il vous a peut-être pris l'envie, comme à moi, de revoir tout ou partie des grands classiques de la firme aux grandes oreilles. Pinocchio, Bambi, Dumbo et autres Silly Symphonies, toute une liste de chefs-d'œuvre de l'animation qui, du haut de leurs 80 ans pour certains, parviennent encore à nous faire rire et à nous émouvoir. Et si l'humour tient un rôle important dans les productions du studio, la marque de fabrique de ces films reste tout de même la grande place laissée à l'émotion. De l'amour à la tristesse, Disney a souvent misé sur le pathos pour accrocher le spectateur. Et n'y voyez rien de péjoratif, en dramaturgie, le pathos a souvent du bon. Mais saviez-vous que ce penchant des films Disney à vouloir nous tirer des larmes a été initié par une femme? Et cette femme, c'est Bianca Majoli. Bianca Majoli est une scénariste, traductrice et dessinatrice qui a travaillé chez Disney entre 1935 et 1940. Née le 13 septembre 1900 à Rome, Bianca Majoli, de son vrai nom, débarque très tôt aux États-Unis grâce à un programme d'échange d'étudiants. Elle intègre le lycée McKinley de Chicago, un établissement que fréquente également un certain Walt Disney. Les deux futurs collaborateurs ne s'y croiseront toutefois que de manière très brève. Après avoir obtenu son diplôme, Majoli décide de rester aux États-Unis pour poursuivre une formation dans le milieu de l'art, d'abord à la Art Institute de Chicago avant de partir pour New York. Là-bas, elle intègre la Leonardo da Vinci School of Art pour étudier le dessin avant de s'intéresser à la sculpture à la Art Students League. Diplômée, elle rentre en Europe où elle officie en tant qu'artiste indépendante dans le milieu de la mode. Elle revient malgré tout à New York quelques temps plus tard pour devenir directrice artistique et conceptrice de brochures pour le compte de la société J.C. Penney. Souhaitant mettre son talent au service de quelque chose de plus grand, Majoli entreprend de prendre contact avec Walt Disney. Dans une lettre datée du 1er avril 1934, elle écrit « Si vous en avez la possibilité, sans que cela vous cause trop de tort, veuillez, je vous prie, faire en sorte de me rencontrer un jour. Je ne fais qu'1,50 m de haut et je ne mords pas. J'ai une bande dessinée pantomimique que j'aimerais beaucoup mettre sur le marché et vous pourriez être en mesure de me fournir quelques informations. » Walt Disney répondra peu de temps après, mais il faudra attendre l'année suivante pour qu'ils se rencontrent dans un restaurant de Los Angeles, le Tam O'Shanter's sur Feliz Boulevard si vous voulez tout savoir. Bianca Majoli a alors pris soin de prendre avec elle son portfolio qu'elle présente à Walt. Le papa de Mickey, qui n'avait pourtant pas été spécialement conquis par les planches qu'elle lui avait envoyées, est cette fois très impressionné, tant et si bien qu'il décide de l'embaucher sur le champ. Son contrat débutera par une formation de 6 mois, puis un poste au département Histoire, là où sont conçus les scénarios. Elle sera payée $18 la semaine, soit facilement 60 à $70 de moins que ses homologues masculins. Bianca Majoli est alors la première femme à intégrer cette division chez Disney. À l'époque, le milieu de l'animation n'embauche que très rarement des femmes, et encore moins au poste artistique. Le seul endroit où on accepte leur présence, c'est au département Ink and Paint, où sont ancrés et peints les celluloïdes, ces feuilles transparentes qui, une fois photographiées et mises bout à bout, créent l'animation. Il n'y a pas de hasard, si les femmes peuvent accéder à ce poste, c'est en grande partie parce que la tâche est répétitive, fatigante, peu stimulante et ne nécessite qu'une formation relativement courte et peu coûteuse. Si Majoli intègre le département scénario, c'est aussi parce que s'il advenait qu'elle se marie, elle pourra au moins encore écrire de chez elle, à défaut de pouvoir dessiner au studio. C'était la politique d'entreprise de l'époque, mais j'y reviens plus en détail dans l'article de blog qui accompagne cette vidéo. Le lien est dans la description. En tant que première et seule femme du département scénario, même si elle sera rejointe quelques mois plus tard par Grace Huntington, Bianca Majoli va malheureusement devoir faire face au machisme exubérant du milieu de l'animation. Elle est mise à l'écart, bousculée et souvent la cible de moqueries voire d'injures. Ses collègues masculins sont sans cesse à la recherche de la moindre faiblesse sur laquelle appuyer. Et forcément, lorsque l'on exerce le métier de scénariste qui demande souvent de défendre voire d'imposer ses idées et sa vision, ce genre de pression devient assez invivable. Difficile en effet dans ces conditions de travailler correctement à la création des Silly Symphonies, ces petits cartoons d'un peu moins de 10 minutes dans lesquels les studios Disney montrent toute l'étendue de leur talent, à la fois en termes d'écriture et d'animation. Nous sommes au milieu des années 30 et la firme aux grandes oreilles vient seulement de commencer le chantier pour ce qui deviendra son premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains. Les productions du studio se concentrent alors sur les courts-métrages. À l'époque, les cartoons, que ce soit ceux de Disney ou des autres, ont avant tout vocation à faire rire le public. Les scénaristes se creusent les méninges tous les jours pour trouver les gags grotesques ou burlesques qui feront mouche. Seulement l'humour, c'est pas trop son truc à Bianca Majoli.
Elle préfère privilégier l'histoire, l'émotion et les personnages. Cette sensibilité, additionnée à sa mauvaise expérience au studio, va rapidement lui inspirer un cartoon assez novateur pour l'époque, racontant les mésaventures d'un petit éléphant. Et non, perdu, je ne parle pas de Dumbo. En 1936 sort le premier cartoon de Bianca Majoli, Elmer Elephant, l'histoire d'un petit pachyderme moqué et maltraité par les autres animaux de la jungle à cause de sa longue trompe. Cette différence que tout le monde rejette fera pourtant sa force, puisqu'elle lui permettra de sauver la jolie jeune fille en fin de film. Ce faisant, Elmer gagne son amour et tout est bien qui finit bien. Difficile de ne pas voir dans le traitement que réservent les autres animaux à Elmer le reflet des conditions de travail de Majoli au sein du studio Disney. Elmer a le tort d'avoir une trompe, Majoli celui d'avoir un utérus. Et si l'histoire nous ressort le cliché du héros et de la demoiselle en détresse, il y a tout de même quelque chose de novateur dans ce cartoon. La petite révolution de Elmer Elephant, c'est le traitement du personnage et de ses émotions. Même si le cartoon compte beaucoup de gags, la dramaturgie et la mise en scène se concentrent beaucoup sur la sensibilité d'Elmer, sur sa façon de ressentir les événements. Il ne nous apparaît pas sympathique parce qu'il nous fait rire, comme un Mickey ou une Betty Boop par exemple, mais parce qu'il nous touche. Le film joue beaucoup sur l'empathie du spectateur pour créer de l'attachement envers son personnage principal. Ce qui lui arrive est tellement injuste qu'on ne peut qu'être tenté de le prendre en pitié. Même le reflet de l'eau se moque de lui, c'est dire à quel point le sort s'acharne. C'est probablement la première fois que vous entendez parler d'Elmer l'éléphant. Pourtant, ce cartoon a connu un étonnant succès en salle. Au cours de l'année 1936 et de celles qui vont suivre, Elmer va devenir presque aussi emblématique pour les studios Disney que les Trois Petits Cochons. Son image est exploitée tout autour du globe dans une immense variété de produits dérivés et son cartoon est adapté aussi bien en livre qu'en vinyle. This is the story about Elmer Elephant and his long trunk. You see, an elephant has a very long nose, which is called a trunk. He's the only animal that has such a long nose, so it makes him look quite different from other animals. En revanche, contrairement aux Trois Petits Cochons, Elmer n'aura jamais droit à un deuxième dessin animé, tout juste à une brève apparition dans Le Retour de Toby la Tortue, la suite du Lièvre et la Tortue. Il fut pourtant envisagé de lui consacrer un deuxième Silly Symphony, baptisé Timid Elmer ou Elmer's Little Love, et scénarisé en partie par le légendaire Carl Barks. Le projet fut cependant abandonné. Elmer connaîtra tout de même une belle carrière dans les pages jaunies des comics. Sous le nom The Life and Adventures of Elmer Elephant ou Timid Elmer, rien ne se perd à Hollywood, ses aventures vont se poursuivre sous cette forme jusqu'en 1939. Il fera la couverture de divers magazines Disney, y compris chez nous dans le journal de Mickey en juillet 1936, où il est renommé Fanfan. Elmer Elephant va surtout avoir une influence certaine sur les productions Disney qui vont suivre, et notamment sur les Silly Symphonies. Je pense particulièrement au dernier d'entre eux, Le Vilain Petit Canard, sorti en 1939. Un projet pour lequel Bianca Majoli a d'ailleurs produit quelques dessins préparatoires dès 1937. En 1931, les studios Disney avaient déjà proposé une adaptation de cette histoire, mais cette version misait avant tout sur les gags et faisait du Vilain Petit Canard une sorte de héros, sauvant sa mère adoptive et ses petits d'une mort certaine. La version de 1939, elle, est une sorte de quintessence du pathos made in Disney, le film se concentrant principalement sur la solitude du palmipède. Lorsque le petit canard se regarde dans le reflet de l'eau, là aussi celle-ci le fait paraître plus horrible qu'il n'est. Mais le film que vous rappelle sans doute Elmer Elephant, c'est Dumbo. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls puisque de nombreux historiens du cinéma le considèrent comme l'ancêtre direct de l'éléphant aux grandes oreilles. Bon, déjà, éléphant, ça oui, c'est entendu, mais aussi leur petit chapeau caractéristique, le mutisme des deux personnages, ou encore le fait qu'ils soient tous deux rejetés à cause d'une particularité physique qui leur permettra néanmoins de prouver leur valeur en fin de film. Sans vraiment que personne ne s'en rende compte, pas même elle, Bianca Majoli a discrètement insufflé une nouvelle façon d'aborder le dessin animé, une façon plus douce, plus proche des émotions des personnages et qui s'éloigne de la comédie. Pour l'instant, Elmer l'éléphant n'est pas disponible sur Disney+, mais vous le trouverez sans mal sur internet.
Les Silly Symphonies ne comportant pas de générique, et les studios Disney n'étant pas forcément du genre à mettre leurs créateurs en avant, Bianca Majoli ne bénéficiera pas vraiment du succès de son personnage et de son histoire. Après ce cartoon, elle continue néanmoins de travailler sur différents scénarios pour les Silly Symphonies, qui ne verront malheureusement pas tous le jour. Parmi ces projets avortés, on retrouve une adaptation du conte Boucle d'Or et les Trois Ours, un dessin animé musical baptisé Japanese Symphony, ou encore un cartoon intitulé Ballet des fleurs, en français dans le texte s'il vous plaît. En plus de ces déconvenus professionnels, l'ambiance au studio reste exécrable, et Bianca Majoli peine véritablement à se faire une place. Chez Disney, il est de coutume d'organiser régulièrement des réunions au cours desquelles les scénaristes se retrouvent tous ensemble pour partager leurs idées. Ceux qui ont quelque chose à présenter ne doivent pas seulement le faire oralement devant tout le monde, il leur est également demandé de jouer leurs idées, de se mettre un peu en scène, histoire de rendre la chose plus vivante, afin de motiver les artistes. Si l'ambiance est souvent bon enfant, voire euphorique, il arrive aussi qu'un scénariste se fasse publiquement humilier, assez méchamment parfois, parce que son idée n'est pas du goût de la bande. Ces réunions avec l'ensemble des auteurs étaient rapidement devenues le pire cauchemar de Bianca Majoli, compte tenu de l'animosité générale qui régnait envers elle. Tant et si bien qu'elle inventait régulièrement tout un tas d'excuses pour ne pas s'y rendre, allant du mal de ventre à l'accident de voiture. Une triste anecdote revient souvent, celle du 25 janvier 1937. Alors difficile de savoir précisément à quel projet cette réunion était destinée. Si beaucoup d'historiens évoquent des discussions à propos de Blanche-Neige et les Sept Nains, d'autres comme Didier Guèze parlent plutôt du cartoon Woodland Café. Toujours est-il que ce jour-là, Bianca Majoli ne put se soustraire à la réunion. Je vous laisse imaginer son niveau de stress lorsque vint son tour de passer au pupitre devant ses collègues. À peine avait-elle installé sur le tableau le storyboard et les croquis qu'elle avait préparés que déjà des remarques moqueuses et réprobatrices étaient lancées. Elle essaya bien d'élever la voix pour se faire entendre, mais elle ne passa pas le brouhaha ambiant. Walt Disney, agacé, s'avança alors vers l'estrade, arracha les dessins du tableau et les déchira. Majoli quitta la pièce en larmes pour aller s'enfermer dans son bureau. Voilà pourquoi on ne doit pas engager des femmes, aurait ajouté Walt. Elles ne supportent pas la moindre critique. S'il sait se montrer très désagréable, c'est le moins qu'on puisse dire, Walt sait aussi faire appel à ses talents lorsqu'il en a besoin. Probablement conscient du problème et de la pression à laquelle elle doit faire face, il va petit à petit l'écarter du travail de conceptualisation artistique pour focaliser ses talents sur l'analyse de scénarios. Dès 1937, il la charge par exemple de réaliser une nouvelle traduction du livre de Carlo Collodi qu'il souhaite adapter prochainement, Pinocchio. Parallèlement à ce travail, Bianca Majoli va également réaliser quelques travaux préparatoires pour Bambi, un film qui ne sortira qu'en 1942. Elle va notamment constituer un catalogue regroupant des informations zoologiques, des faits humoristiques et des images descriptives des animaux présents dans le film, afin de fournir aux animateurs une base de travail réaliste, puisque l'objectif de Bambi est d'être assez fidèle à la réalité au niveau de l'animation. Walt la chargera également en 1938, avec d'autres collègues, de réaliser quelques esquisses pour les futurs Cendrillon et Peter Pan. Si Bianca Majoli n'était pas spécialement séduite par les cartoons humoristiques, elle prendra en revanche beaucoup de plaisir à travailler sur ses contes de fées. Mais ce qu'on retient majoritairement de son passage chez Disney, c'est surtout sa collaboration en tant que scénariste et artiste conceptuel sur les séquences du ballet de Casse-Noisette dans le film le plus personnel de Walt Disney, Fantasia. Elle n'aura cependant pas vraiment le temps de voir ou d'apprécier la concrétisation de ses projets en tant qu'employée de Disney. En 1940, elle décide en effet de prendre un peu de recul vis-à-vis du studio en s'accordant quelques vacances, ce qui manifestement ne plut pas beaucoup à la direction. À son retour, elle eut en effet la désagréable surprise de découvrir qu'elle avait été remerciée. Si sa contribution fut particulièrement bénéfique pour les studios Disney, Majoli, elle, en conserva un souvenir plus que terne. Mon bilan personnel concernant ma période chez Disney a demandé l'aide d'un psychiatre. D'une certaine manière, j'avais le sentiment que j'avais gâché 5 ans de ma vie et que j'avais perdu mon identité en tant qu'artiste. Au cours de ma dernière année, ma santé mentale fut préservée par mes cours de céramique le soir. Pour la première fois depuis des années, j'étais capable de concrétiser un projet artistique sans qu'il soit modifié ou déchiré en 1000 morceaux. En 1942, elle épouse l'artiste américain Carl Ailborn. Ensemble, ils ouvriront une galerie d'art à Los Angeles en 1953. Baptisée Ailborn Studio Gallery, ils y exposeront leurs travaux ainsi que ceux de différents artistes.
Bianca Majoli décédera le 6 septembre 1997. Très peu crédité comme c'était courant à l'époque et étouffé par un environnement professionnel machiste, le nom et la personnalité de Bianca Majoli ont peu à peu été oubliés. Pourtant, elle a indéniablement ouvert la voie aux artistes féminines du studio comme Mary Blair ou Retta Scott, et la nouvelle dimension artistique qu'elle a su insuffler au scénario des films Disney perdurera bien après son départ. Frank Thomas et Holly Johnston, deux animateurs de légende du studio, écriront plus tard « Nous n'aurions pu faire aucun de ces longs métrages sans avoir appris cette leçon importante. Le pathos donne à la comédie le cœur et la chaleur qui la rendent plus forte. »